Je m'appelle Sophie Carter. J'ai 33 ans. Et la dernière fois que ma mère m'a vu, avant le mariage de ma sœur, j'avais 18 ans. Je portais ma toge de remise de diplôme, debout à côté d'un banc en métal, avec 50 € à la main. 20 minutes plus tôt, je pensais que nous rentrions à la maison pour fêter ça. Au lieu de cela, ma mère s'est garée à la gare routière, a ouvert la portière, et a jeté un vieux sac à dos à mes pieds. À l'intérieur, il y avait 2 t-shirts, un jean, une brosse à dents, et absolument rien qui ne suggère que j'allais un jour rentrer chez moi. Elle m'a dit qu'il était temps d'apprendre à survivre sans être porté par la famille. Mon père a gardé les 2 mains sur le volant. Ma sœur aînée a regardé par la fenêtre, et n'a rien dit. J'ai demandé où j'étais censé dormir. Ma mère a répondu en claquant la portière. Puis la voiture a disparu dans la circulation. Tandis que je me demandais comment une famille pouvait effacer quelqu'un, avant même que l'encre de son diplôme ne soit sèche. J'ai acheté le billet le moins cher au départ de Raleigh, et je me suis fait une seule promesse, je ne les supplierai jamais de me reprendre. Pendant 15 ans, ils ne se sont jamais demandé si j'avais survécu. Puis, une invitation est arrivée pour le mariage de ma sœur. Ils s'attendaient à ce que la même fille indésirable apparaisse discrètement, et fasse comme si l'épisode de la gare routière n'avait jamais existé. Mais, lorsqu'une Maybach noire s'est arrêtée devant le lieu de réception, et que le chauffeur a ouvert ma portière, l'entrée est devenue silencieuse. Ma mère m'a regardé, puis a regardé le bâtiment derrière moi, et son visage a perdu toutes ses couleurs. Elle n'avait aucune idée de ce à quoi j'avais survécu, de ce que j'avais bâti, ni de la raison pour laquelle le personnel marchait déjà dans ma direction. Avant que je ne vous raconte la suite, dites-moi d'où vous m'écoutez, et quel temps il fait chez vous. Je veux savoir jusqu'où cette histoire a voyagé. Le bus m'a transporté vers le sud-ouest à travers la nuit, mais j'ai à peine remarqué les villes qui défilaient derrière la vitre. J'ai gardé mon sac à dos sur mes genoux, les 2 bras enroulés autour, comme si quelqu'un risquait de voler les seules choses que je possédais. Toutes les quelques minutes, je recomptais mon argent. Après avoir acheté le billet et une bouteille d'eau, il me restait 27 €. Je n'avais aucun parent à Charlotte. Aucun travail ne m'attendait. Et je n'avais aucune idée de ce que je ferais à l'arrivée du bus. Tout ce que je savais, c'est que faire demi-tour n'était pas une option. La gare était presque vide, quand je suis descendu peu après minuit. J'ai passé ma première heure à étudier les prix des motels, imprimés sur des publicités délavées, près du guichet. Même la chambre la moins chère coûtait plus cher que tout ce que j'avais en poche. Je me tenais près d'un distributeur automatique, essayant de ne pas paniquer, lorsqu'une femme qui nettoyait la salle d'attente m'a demandé si quelqu'un venait me chercher. J'ai menti, et j'ai dit que la personne était en retard. Elle a regardé ma toge pliée sur mon bras, puis la fermeture éclair cassée de mon sac à dos. Elle ne m'a pas cru, mais elle ne m'a pas non plus mise dans l'embarras. Elle a écrit une adresse au dos d'un vieux reçu, et m'a parlé d'un foyer d'accueil temporaire, pour les jeunes femmes de l'autre côté de la ville. J'ai utilisé presque la moitié de l'argent qu'il me restait pour un taxi, car les bus de ville avaient cessé de circuler. Le foyer m'a offert un lit pour 30 jours, mais il y avait des règles. Je devais postuler à des emplois, assister à des réunions hebdomadaires, et être rentré avant 22 h chaque soir. Pour moi, ces règles ressemblaient à de la miséricorde. Au moins, quelqu'un me disait où j'avais le droit de dormir. 3 jours plus tard, j'ai trouvé du travail dans un hôtel en bord de route, appelé le Brier Motor Lodge. Le gérant m'a embauché pour laver les serviettes, défaire les lits, et nettoyer l'espace petit déjeuner après le départ des clients. Mon service commençait à 5 h du matin. Je gagnais à peine de quoi manger, mais la responsable de la cuisine me laissait prendre les restes de fruits, et les portions de céréales non ouvertes à la fin de la journée. J'ai appris à étirer un repas pour en faire 2. Je lavais mon uniforme dans le lavabo du foyer, et je le suspendais près de mon lit pour qu'il sèche pendant la nuit. Pendant mes pauses, je m'asseyais derrière la buanderie avec un carnet, et je notais tous les métiers que je voyais les gens faire dans l'hôtel, agent d'accueil, superviseur de l'entretien ménager, coordinateur des ventes, gestionnaire des revenus, directeur général. Je ne comprenais pas la moitié de ces titres, mais ils sonnaient comme des portes à ouvrir. Et j'étais fatigué de vivre comme si chaque porte avait déjà été verrouillée. À la bibliothèque publique, j'ai appris toute seule à utiliser des tableurs, les bases de la comptabilité, et le service client. Je regardais des vidéos de formation gratuites sur la gestion hôtelière. Les ordinateurs s'éteignaient automatiquement après 1 heure, et je voulais utiliser chaque minute. C'est là que j'ai rencontré Tessa Monroe.
Elle travaillait le soir à la réception, et venait à la bibliothèque pour utiliser Internet, parce que sa colocataire avait arrêté de payer la facture du câble. Tessa était directe, drôle, et complètement insensible à l'apitoiement sur soi. Lorsqu'elle a appris que je vivais dans un foyer, elle n'a pas penché la tête sur le côté, ni ne m'a dit à quel point elle était désolée. Elle a simplement dit, « Il te reste 2 semaines là-bas. » Ma colocataire déménage. L'appartement est miteux, mais les serrures fonctionnent. Nous sommes devenus colocataires, avant de devenir amis. Notre appartement avait de la peinture qui s'écaillait, une seule plaque de cuisson qui fonctionnait, et une plomberie qui se plaignait, à chaque fois que quelqu'un prenait une douche. Pour moi, c'était le premier endroit à Charlotte, qui me semblait, ne serait-ce qu'un peu, à moi. Je dormais sur un matelas posé au sol, et je gardais ma carte de fin d'études de 50 € dans ma tête d'oreiller. Je n'ai jamais dépensé le dernier billet de 5 €. J'avais besoin d'une preuve que l'épisode de la gare routière avait bien eu lieu. Surtout pendant les nuits où la solitude me faisait douter de ma propre mémoire. Ma famille ne m'a pas appelé. Ma mère n'a pas demandé si j'avais trouvé un endroit sûr. Mon père n'a pas envoyé d'argent. Ma sœur aînée a posté des photos depuis son campus universitaire, souriant aux côtés de nos parents, avec une légende expliquant que la famille se soutient toujours mutuellement. Mon petit frère a reçu un camion d'occasion pour son anniversaire. Je l'ai appris par les réseaux sociaux. Pendant des mois, je me suis dit que leur silence n'avait plus d'importance. Puis, j'entendais quelqu'un, dans le hall de l'hôtel, appeler sa fille et dire « Fais-moi savoir quand tu seras bien rentré ». Et le chagrin revenait si vite, que je devais me réfugier dans la buanderie, avant que quiconque ne voie mon visage. La colère me faisait avancer. Mais le travail a donné une direction à cette colère. J'ai commencé à remarquer des choses que les gérants ignoraient. Nous perdions des réservations, parce que les messages restaient sans réponse. Les clients se plaignaient, parce que les chambres étaient marquées comme propres, avant même que quelqu'un ne les vérifie. Les employés étaient blâmés, pour des erreurs causées par des systèmes défaillants. Un vendredi soir, une convention au centre-ville a rempli presque tous les hôtels de la région. Notre système de réservation a planté, et a vendu les 12 mêmes chambres 2 fois. À 19 h, le hall était rempli de voyageurs épuisés, et notre gérant avait disparu dans son bureau. Tessa se faisait crier dessus par 3 clients à la fois. Je me suis glissé derrière le comptoir, même si je n'étais pas autorisé à toucher à l'ordinateur des réservations. J'ai appelé des établissements à proximité, j'ai négocié des tarifs réduits, organisé des transports, et préparé des excuses écrites, pour chaque client relogé. Ensuite, j'ai trouvé 2 chambres inoccupées, qui avaient été incorrectement marquées pour la maintenance, et j'ai demandé au personnel de ménage de les inspecter. À minuit, tout le monde avait un endroit où dormir. Le gérant m'a averti plus tard, de ne plus jamais m'en mêler. Mais une femme, présente dans le hall, avait observé toute la scène sans dire un mot. Elle est revenue le lendemain matin, et m'a demandé nommément. Je ne le savais pas encore, mais elle était sur le point de devenir la première personne à voir en moi autre chose, que la fille que l'on avait laissée derrière soi. Qui serait la première personne à me confier un avenir, que je ne pouvais pas encore imaginer? Son nom était Marisol Vega. Elle avait la cinquantaine, portait des tailleurs noirs simples, et parlait avec la confiance tranquille de quelqu'un, qui n'a jamais besoin de prouver sa place dans une pièce. Elle m'a demandé de m'asseoir avec elle dans l'espace petit déjeuner, après mon service. Ma première pensée a été qu'elle prévoyait de se plaindre de quelque chose que j'avais fait la veille. Au lieu de cela, elle a demandé pourquoi j'avais géré une crise, qui ne faisait pas partie de mon travail. Je lui ai dit la vérité. Personne d'autre ne le faisait, et les clients avaient quand même besoin d'aide. Elle a demandé où j'avais étudié la gestion hôtelière. J'ai failli rire. Je lui ai dit que j'avais étudié à la bibliothèque publique, entre 2 services à la buanderie. Marisol n'a pas ri. Elle m'a posé 5 questions sur la tarification des chambres, le personnel, et la récupération de la clientèle. J'ai répondu à celles que je connaissais, et j'ai admis quand je ne connaissais pas les autres. Avant de partir, elle m'a tendu une carte de visite et a dit « L'honnêteté est plus facile à former que l'arrogance. Appelle-moi, quand tu seras prête à arrêter de travailler pour des gens, qui punissent l'esprit d'initiative. » J'ai gardé cette carte pendant 9 jours, avant de l'appeler. J'étais méfiante envers la gentillesse à ce stade. Dans mon expérience, l'aide arrivait généralement, avec un prix caché. Marisol m'a donné rendez-vous dans une vieille auberge en briques, en périphérie de Charlotte.
L'endroit comptait 18 chambres, des volets fissurés, et une enseigne qui clignotait même en plein jour. Elle l'avait acheté, après avoir pris sa retraite d'une chaîne hôtelière régionale. L'auberge perdait de l'argent. Les avis étaient terribles, et 2 gérants précédents avaient démissionné. Elle m'a offert un emploi, en tant qu'assistante des opérations. Le salaire n'était que légèrement supérieur à ce que je gagnais déjà. Mais le poste comprenait une petite chambre de fonction, derrière le bureau. Plus important encore, elle a placé un contrat écrit devant moi. Le contrat listait mes horaires, mon salaire, le coût de mon logement, mes responsabilités, et les conditions exactes sous lesquelles chacune de nous pouvait mettre fin à l'accord. J'ai lu chaque ligne 2 fois. Marisol a patienté, sans me presser. Ce fut la première leçon qu'elle m'a apprise, un véritable soutien n'exige pas une confiance aveugle. Il autorise les questions. J'ai accepté. Pendant l'année qui a suivi, j'ai appris l'hôtellerie depuis ses fondations. J'inspectais les chambres, j'équilibrais les reçus, je répondais aux plaintes. Je négociais avec les fournisseurs de linge, et je traquais quelles annonces en ligne amenaient de vrais clients. Marisol m'a appris que la plupart des entreprises en faillite n'étaient pas détruites par une seule erreur dramatique. Elles étaient affaiblies par une centaine de détails ignorés. Un robinet qui fuit, un accueil grossier, une facture que personne ne vérifie. Un employé qui cesse de s'impliquer, parce que la direction a cessé d'écouter. Tessa nous rejoignait le week-end, pour prendre de nouvelles photos et réécrire les pages de réseaux sociaux de l'auberge. Elle se faisait appeler notre directrice non rémunérée, chargée de rendre les choses moins déprimantes. J'ai insisté pour que Marisol la paie. Tessa a accepté 10 € de l'heure, et le petit déjeuner gratuit. Nous avons repeint les chambres nous-mêmes. Nous avons remplacé l'éclairage agressif, établi un partenariat avec une boulangerie voisine, et créé des forfaits week-end, pour les couples visitant la ville. J'ai contacté des organisateurs de mariages locaux, et j'ai proposé des blocs de chambres à prix réduit pour de petits événements. Dans les 6 mois, le taux d'occupation a suffisamment augmenté, pour que Marisol puisse embaucher 2 autres employés. Elle m'a accordé une prime de performance après le premier trimestre rentable. J'ai fixé le chèque pendant si longtemps, qu'elle a demandé si le montant était erroné. Il n'était pas erroné. Je n'avais simplement jamais été récompensé, pour avoir amélioré quelque chose. À la maison, le bon travail devenait toujours le nouveau minimum syndical exigé. Le succès n'a pas effacé ma peur de l'échec. Il a rendu cette peur encore plus bruyante. Lorsque j'ai créé notre première promotion pour les fêtes, j'ai fixé le prix des chambres trop bas. Et j'ai oublié d'inclure les frais de nettoyage supplémentaires. Nous avons rempli toutes les chambres, mais nous avons quand même perdu de l'argent ce week-end-là. Je m'attendais à ce que Marisol me renvoie. Au lieu de cela, elle a posé le rapport financier entre nous, et m'a demandé de lui expliquer ce que j'avais manqué. Ce que j'ai fait. Elle m'a fait créer un plan de redressement, puis m'a fait confiance pour le mener à bien. Une erreur coûte cher, a-t-elle dit. Mais la honte coûte encore plus cher, si elle t'apprend à cacher la suivante. Aucun adulte n'avait jamais séparé mes échecs de ma valeur, auparavant. J'ai suivi des cours du soir en comptabilité, et j'ai obtenu un certificat en gestion des revenus hôteliers. Tessa m'aidait à répéter mes présentations, tout en mangeant des nouilles, accoudée au comptoir de notre cuisine. Nous avons commencé à parler de ce que l'auberge pourrait devenir, au lieu de ce qu'elle avait été. 2 ans après mon arrivée, une propriété plus grande, située à 10 miles de là, a fait l'objet d'une saisie immobilière. C'était une ancienne pension de famille avec 30 chambres, un jardin négligé, et une salle à manger aux fenêtres barricadées. Marisol pensait que c'était trop risqué. J'ai passé 3 semaines à faire des recherches sur le quartier, les coûts de rénovation, et les clients potentiels. Ensuite, j'ai préparé une proposition. J'ai suggéré de transformer le bâtiment en un petit hôtel-boutique, qui combinerait des séjours prolongés avec des événements privés. Marisol m'a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a dit que le plan était solide. Mais elle a demandé quelle part de mon propre argent j'étais prête à risquer. Mes économies représentaient des années de repas sautés, de vêtements d'occasion, et de doubles journées de travail. L'idée de les perdre me retournait l'estomac. Pourtant, j'ai offert chaque euro, à l'exception d'un petit fonds d'urgence. Marisol a accepté d'investir le reste. Mais seulement, si j'acceptais la responsabilité des opérations, et si je liais une partie de ma rémunération aux performances. Elle m'a également offert une participation de 5% au capital,
qui pourrait augmenter, si la propriété atteignait des objectifs précis. J'ai lu l'accord avec les mains tremblantes. 5% n'allait pas me rendre riche. Mais pour moi, cela signifiait quelque chose de plus important. Pour la première fois de ma vie, mon nom serait attaché à un endroit, que personne ne pourrait m'ordonner de quitter sans en subir les conséquences. La rénovation a pris 10 mois épuisants. Les entrepreneurs ont raté les délais. Des tuyaux ont éclaté derrière des murs fraîchement peints. Un prêteur a menacé de se retirer. J'ai appris à négocier, sans m'excuser de prendre de la place. J'ai appris à demander des confirmations écrites. J'ai appris que la confiance n'était pas un sentiment. C'était la décision d'agir, alors même que le doute continuait de parler. Le soir de l'ouverture, seules 9 chambres étaient réservées. J'ai souri pour les photos. Puis, j'ai pleuré seul dans la réserve, parce que je croyais avoir tout gâché. À la fin de la première année, l'hôtel était rentable. Pour l'anniversaire de notre ouverture, Marisol m'a remis un document de propriété actualisé. J'avais gagné 5% supplémentaires. Je l'ai rapporté dans ma chambre, et je l'ai placé à côté de la vieille carte de fin d'études. Un document prouvait que quelqu'un m'avait abandonné avec 50 €. L'autre prouvait que cet abandon n'avait pas défini la valeur de mon avenir. Mais une petite participation dans un hôtel en difficulté, pouvait-elle vraiment devenir la base de quelque chose d'assez puissant pour changer ma vie? La réponse est venue au fil d'années de réveils matinaux, de chèques de paie retardés, d'inspections ratées. Et de décisions qui semblaient insignifiantes, jusqu'à ce qu'elles changent tout. J'ai passé 3 ans à transformer notre deuxième propriété, en l'un des hôtels indépendants les plus régulièrement réservés de la région. Nous ne rivalisions pas avec les grandes chaînes, en prétendant être plus grands. Nous rivalisions en nous souvenant des gens. Le personnel notait les préférences des clients. Nous achetions de la nourriture localement. Nous avons restauré les boiseries d'origine, au lieu de les remplacer par des matériaux bon marché. Les voyageurs nous recommandaient, parce que l'hôtel semblait personnel, sans pour autant faire amateur. Tessa nous a rejoints à temps plein en tant que directrice marketing. Elle n'avait pas de diplôme en publicité. Mais elle comprenait les gens, et refusait d'écrire quoi que ce soit qui sonnait comme une entreprise froide. Marisol nous a appris à construire des systèmes, pour que l'entreprise ne s'effondre pas, à chaque fois qu'une personne prenait un jour de congé. Lors de ma 6e année à Charlotte, nous avions acquis une 3e propriété par le biais d'un partenariat. L'accord a failli nous détruire. Les permis de construire ont été retardés, les intérêts se sont accumulés, et l'investisseur a exigé des réductions d'effectifs. J'ai refusé de licencier des employés pour un retard qu'ils n'avaient pas causé. J'ai suspendu mon propre salaire, j'ai vendu ma part dans une petite propriété locative, et j'ai organisé du travail temporaire pour plusieurs employés dans nos autres hôtels. J'ai fait ça en me souvenant de ce que l'on ressent, quand on est traité comme une dépense inutile. Nous avons survécu. Lorsque la propriété a ouvert, elle a rapporté à ses ans 18 mois, pour rembourser la dette d'urgence. J'ai créé ma propre société, et je l'ai nommée Junipero Hospitality. Car les genévriers peuvent pousser sur des sols difficiles, sans perdre leur couleur. Marisol est devenue conseillère et investisseuse minoritaire. Tessa a été la première cadre que j'ai embauchée. Je détenais la participation majoritaire. Mais j'ai appris que si la propriété me donnait l'autorité, c'était mon leadership qui déterminait si les gens me faisaient confiance pour l'exercer. Au cours des 7 années suivantes, Junipero a acquis des auberges négligées, des hôtels historiques, et des propriétés événementielles que de plus grandes entreprises jugeaient trop compliquées. Nous sommes devenus connus, pour préserver le caractère d'un lieu tout en améliorant son fonctionnement. Je comprenais les endroits endommagés. La restauration n'exigeait pas de faire comme si les dégâts n'avaient jamais existé. Elle exigeait de renforcer ce qui restait. J'ai acheté ma première maison à 28 ans. La maison était modeste, mais l'acte de propriété portait mon nom. Le jour où j'ai reçu les clés, je me suis assise sur le sol vide de la cuisine, et j'ai pleuré plus fort qu'à la gare routière. À 18 ans, je croyais que la sécurité était quelque chose, qu'une autre personne pouvait vous retirer en fermant une portière de voiture. 10 ans plus tard, je comprenais que la sécurité pouvait être bâtie, par la connaissance, les économies, les contrats, et les personnes qui honorent leurs paroles. J'assistais à des événements du secteur, et je parlais du logement des employés, de la rénovation éthique, et de la formation des travailleurs sans diplôme universitaire. Chaque propriété de Junipero maintenait un fonds d'urgence, pour les employés confrontés à des problèmes de logement.
Les stagiaires étaient payés. Les gérants étaient formés à ne jamais utiliser l'humiliation comme motivation. À 33 ans, la société exploitait 6 hôtels-boutiques, 2 domaines événementiels restaurés, et une division de gestion immobilière. Nous employions plus de 200 personnes. Notre acquisition la plus ambitieuse a été le domaine de Hawthorne, à l'extérieur de Raleigh. Il possédait une chapelle en pierre, une salle de bal, des cottages pour les invités, et des jardins à l'abandon. L'endroit se trouvait à moins d'1 heure de ma maison d'enfance. J'ai failli rejeter le projet. Mais Marisol m'a rappelé qu'éviter toute une région donnerait toujours le contrôle à mon passé. Nous l'avons acheté par l'intermédiaire d'une filiale, et avons passé 2 ans à le restaurer. Les clients ordinaires ne voyaient que la marque Hawthorne Estate. La propriété est rapidement devenue l'un des lieux de mariage les plus prisés de Caroline du Nord. 6 mois après l'ouverture, un magazine régional a publié un portrait de Junipero. Il incluait une photo de moi dans la salle de bal de Hawthorne, et mentionnait brièvement que j'avais connu la précarité du logement après mon diplôme. 2 jours plus tard, Diane Carter m'a envoyé une demande d'ajout en ami. Ma mère ne m'avait pas parlé depuis 15 ans. Son message ne contenait aucune excuse. Sophie, j'ai toujours su que tu ferais quelque chose de spécial. Nous sommes si fiers de toi. J'ai lu ces mots dans mon bureau, pendant que mes employés préparaient la salle de bal pour un dîner de charité. Ils m'avaient ignoré quand j'avais faim. Maintenant, ils m'avaient trouvé, parce qu'un magazine avait imprimé mon succès sur papier glacé. Que voulait vraiment ma famille? Et jusqu'où irait-il pour réécrire le passé, une fois qu'ils auraient réalisé que je n'avais plus besoin d'eux? Je n'ai pas répondu au message de ma mère. 3 jours plus tard, mon père, Paul Carter, m'a envoyé un email. Il a dit qu'il pensait souvent à moi, et croyait que la famille devait laisser les vieux malentendus derrière nous. Il qualifiait l'abandon de sa fille de 18 ans à une gare routière, de « malentendu ». Ma sœur aînée, Méline Carter, m'a contacté ensuite. Elle se mariait en octobre et voulait que je sois là. Son message semblait chaleureux, jusqu'à ce qu'elle admette que les invités pourraient demander pourquoi j'étais absente, et qu'elle voulait éviter les questions gênantes. L'invitation incluait une photo du lieu, le domaine de Hawthorne. J'ai vérifié notre système. Son organisateur de mariage l'avait réservé 8 mois plus tôt. Ma famille n'avait aucune idée que le domaine appartenait à mon entreprise. Tessa a regardé l'invitation et a dit, l'univers n'essaie même pas d'être subtil. Je lui ai dit que je n'irais pas. Elle a demandé si rester à l'écart apporterait la paix, ou si cela permettrait simplement à ma famille de continuer à raconter leur histoire sans moi. Les messages de ma mère sont devenus plus fréquents. Au début, elle envoyait des photos d'enfance, et des commentaires sur la guérison. Puis, elle a commencé à poser des questions sur le lieu de réception. Elle se demandait si je pouvais obtenir un surclassement de chambre gratuit, ou réduire le solde restant. La famille doit soutenir la famille, écrivait-elle. J'ai fixé cette phrase, jusqu'à ce que la colère remplace l'incrédulité. Où était cette conviction, quand je n'avais pas de lit pour la nuit? J'ai répondu que le lieu honorerait le contrat, et ne fournirait aucune réduction supplémentaire. Elle a répondu dans les minutes qui ont suivi, tu n'as pas besoin d'être froide. Nous t'avons rendue indépendante, et de toute évidence, ça a marché. Cette phrase a scellé ma décision. J'ai accepté l'invitation. J'ai dit au directeur général de Hawthorne, que j'y assisterais en tant qu'invité, et j'ai donné l'ordre à l'équipe de traiter le mariage de Méline comme n'importe quel autre événement. Pas de punition. Pas de faveur. Je n'allais pas gâcher le mariage de ma sœur, pour régler mes comptes avec ma mère. 1 mois avant la cérémonie, mon père a appelé. Entendre sa voix après 15 ans m'a semblé irréel. Il a dit que ma mère avait pris la décision finale à la gare routière, mais il a admis avoir été d'accord. Il prétendait que l'argent manquait, et qu'il pensait que j'avais besoin de motivation. J'ai demandé s'ils étaient incapables de me soutenir, ou s'ils préféraient simplement dépenser l'argent pour Méline, et pour mon frère Owen. Après un long silence, il a admis qu'ils avaient payé les frais de scolarité de Méline pour ses études supérieures, et versé un acompte pour le camion d'Owen. Il n'était pas menacé d'expulsion. Ma mère croyait que j'avais peu de chances de réussir, et ne voulait pas investir davantage en moi. Mon père a dit qu'il supposait que je resterais chez une amie. Je lui ai rappelé qu'il n'avait jamais appelé la moindre amie, qu'il n'avait jamais pris de mes nouvelles, ni fait faire demi-tour à la voiture. J'avais tort, a-t-il dit. Je sais, ai-je répondu. Mais tes regrets d'aujourd'hui,
n'efface pas ce que ton silence a fait hier. Ensuite, avant le mariage, j'ai sorti la vieille carte de fin d'études du meuble de mon bureau. À l'intérieur, mes parents avaient écrit « Bonne chance là dehors ». Au dos, mon écriture de jeune fille de 18 ans avait noté le prix du billet de bus, et les 27 € qui me restaient en arrivant à Charlotte. Je l'ai mise dans mon sac à main. Je ne prévoyais pas de faire une scène. J'avais besoin de quelque chose de réel. Au cas où ma mère essaierait de me convaincre que ma mémoire était plus cruelle que la vérité. Tessa m'a commandé une Maybach, via notre partenaire de transport exécutif. Elle m'a rappelé qu'arriver dans l'un des véhicules de notre entreprise, ce n'était pas prétendre être quelqu'un d'autre. C'était arriver en tant que la femme que j'étais devenue. Le matin du mariage, je me suis regardé dans le miroir, et je n'ai pas vu la fille en toge de remise de diplôme. J'ai vu une femme qui avait survécu sans devenir cruelle, et qui avait bâti une richesse sans exploiter personne. Étais-je prête à les affronter? Ou bien, est-ce que 15 ans de silence n'avaient fait que retarder l'ouverture d'une blessure sur le point de se rouvrir? La Maybach est entrée dans le domaine de Hawthorne, peu avant la cérémonie. Les invités se tenaient près de la chapelle pour prendre des photos, pendant que le personnel circulait entre les cottages et la salle de bal. Ma mère se tenait sur les marches de devant dans une robe argentée, dirigeant les proches comme si la propriété lui appartenait. Le chauffeur a ouvert ma portière. Les conversations se sont tues, alors que je posais le pied sur l'allée en pierre. Et j'ai regardé directement la femme, qui m'avait abandonné à côté d'un banc en métal, 15 ans plus tôt. La couleur s'est vidée de son visage. Mon père se tenait derrière elle, tenant un programme. Il m'a regardé, puis a baissé les yeux. Méline est apparue dans l'embrasure de la porte, vêtue de sa robe de mariée. Sophie, a-t-elle dit, comme si elle n'était pas sûre que je puisse exister dans ce décor. Je lui ai dit qu'elle était magnifique. Ma mère s'est reprise en premier. Elle s'est avancée précipitamment, les bras ouverts, tentant une étreinte publique avant de demander si j'en voulais une. J'ai fait un pas de côté, et je lui ai tendu la main. Elle s'est figée, puis a ri bruyamment. Toujours indépendante, a-t-elle annoncé. Elle a toujours été comme ça. À l'intérieur de la chapelle, les proches chuchotaient sur mon passage. Une tante m'a serré dans ses bras, et m'a dit que ma mère avait raconté à tout le monde, que j'étais parti après une dispute, parce que je voulais ma liberté. C'était la première confirmation, que ma mère n'avait pas seulement caché la vérité. Elle avait créé une version où c'était moi qui les avais abandonnés. Avant la cérémonie, le directeur général de Hawthorne s'est approché. Bon retour, mademoiselle Carter. Souhaitez-vous que le rapport mensuel soit envoyé à votre bureau demain? Ma mère l'a entendu. Ton bureau, a-t-elle demandé. J'ai dit que nous pourrions en discuter plus tard. Méline s'est mariée sous les vitraux restaurés. Pendant la réception, un investisseur local m'a félicité pour la rénovation, et m'a présenté comme la fondatrice de Junipero Hospitality, et la propriétaire du domaine de Hawthorne. La fourchette de ma mère s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Méline m'a dévisagé. Tu possèdes cet endroit. J'ai expliqué que mon entreprise l'avait acheté, et restauré. Ma mère a regardé autour d'elle dans la salle de bal, comprenant enfin que le mariage de sa fille préférée avait lieu au cœur d'un empire bâti par l'enfant qu'elle avait jeté. Son choc s'est rapidement transformé en stratégie. Elle m'a touché le bras, et a annoncé que le talent était de famille. Elle a dit aux proches qu'elle m'avait toujours encouragé à être intrépide. Quand quelqu'un a demandé pourquoi nous ne nous étions pas vus pendant 15 ans, elle a dit que j'avais été très prise par ma carrière. Plus tard, elle m'a suivi dans le couloir. Puisque tu possèdes le lieu, supprime les frais restants, a-t-elle dit. Méline ne devrait pas avoir à payer ton entreprise. Je lui ai dit que le contrat resterait inchangé. Elle a dit que j'en avais largement les moyens. J'ai répondu qu'avoir de l'argent ne m'obligeait pas à le donner à des personnes, qui ne me contactaient qu'après avoir lu des articles sur mon entreprise. Elle m'a accusé d'être venu pour l'humilier. Je lui ai rappelé que personne d'autre ne pouvait nous entendre. Alors pourquoi es-tu venu, a-t-elle exigé de savoir. Pour nous montrer la voiture? Je lui ai dit que j'étais venu parce que Méline m'avait invité. Et parce que j'avais fini de disparaître, pour protéger sa version de notre famille. Mon père est entré, mais n'a rien dit. Cette fois, son silence ne la protégeait pas. Il l'exposait. J'ai promis à Méline que je ne perturberais pas la réception. Ma mère a souri, mais la panique commençait à se voir.
Quand les discours ont commencé, elle a pris le micro. Les gens jugent parfois les parents, pour avoir pris des décisions difficiles, a-t-elle commencé, en me regardant. Mais une mère sait quand son enfant a besoin d'être poussé dans le monde. Elle a prétendu que m'avoir donné mon indépendance après le diplôme, avait été le choix le plus difficile et le plus affectueux de sa vie. Puis elle a fait un geste vers le domaine et a dit, mon succès a prouvé que cet amour vache fonctionnait. Quelques invités ont entamé des applaudissements hésitants. Je l'ai regardé transformer l'abandon en sacrifice, et la cruauté en générosité. Elle s'attendait à ce que je garde le silence, car c'était le mariage de ma sœur. Allais-je protéger la célébration, en laissant son mensonge devenir la version définitive de notre histoire? Ou allais-je enfin dire la vérité? J'ai attendu que ma mère ait terminé. Puis, j'ai demandé à Méline si je pouvais dire quelques mots. Elle a hésité, avant d'acquiescer de la tête. J'ai pris le micro, et je me suis tourné vers ma sœur. Je lui ai sincèrement souhaité un mariage fondé sur l'honnêteté, la protection mutuelle, et le courage de parler quand le silence serait plus facile. Une famille peut survivre aux épreuves et aux déceptions, ai-je dit. Mais elle ne peut pas rester saine, quand le confort de l'un dépend du silence de l'autre. Ensuite, je me suis tourné vers les invités. Puisque ma mère a partagé la leçon qu'elle croit m'avoir apprise, il est juste d'expliquer comment elle me l'a délivrée. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas décrit chaque nuit où j'ai eu faim. Je leur ai donné des faits. J'avais 18 ans. Je portais encore ma toge de remise de diplôme. Ma mère a déposé un sac à dos à mes pieds, contenant 2 t-shirts, un jean et une brosse à dents. Mes parents m'ont donné 50 €, et se sont éloignés en voiture d'une gare routière. Sans organiser de logement, de travail, ou de présence d'un adulte sûr pour m'accueillir. Ils n'ont pas appelé ce soir-là, ni cette semaine-là. Et cependant 15 ans. Ils ne m'ont contacté qu'après qu'un article m'ait identifié, comme une chef d'entreprise à succès. Le sourire de ma mère s'est volatilisé. Elle s'est levée, et a dit que la famille avait été sous une grave pression financière. J'ai regardé mon père. Est-ce vrai? Tous les visages se sont tournés vers lui. Ma mère lui a dit de ne pas répondre. Pour une fois, il l'a fait. Non, a-t-il dit. Nous pouvions subvenir aux besoins de Sophie. Diane voulait l'argent pour les frais de scolarité de Méline, et le camion d'Owen. J'ai été d'accord. Je n'aurais pas dû. Ma mère l'a regardé comme s'il l'avait trahi. En réalité, il avait enfin cessé de l'aider à me trahir moi. Une tante a demandé pourquoi on avait dit à tout le monde que je m'étais enfui. Un autre proche a dit que ma mère prétendait que j'avais rejeté leur aide. Les questions se sont répandues dans la pièce. Ma mère a accusé tout le monde de mal comprendre ses intentions. Et a insisté sur le fait que je n'aurais jamais réussi, si elle m'avait permis de rester dans le confort. J'ai sorti la carte de fin d'études de mon sac à main. C'est ce qu'ils m'ont donné, avec les 50 €. Il est écrit, bonne chance là dehors. Au dos, j'ai noté le prix du billet de bus. Parce que j'avais peur que quelqu'un me dise un jour, que ça ne s'était pas passé comme je m'en souvenais. Elle m'a accusé d'être arrivé dans une voiture de luxe, pour punir la famille. Je lui ai dit que la Maybach appartenait au service de transport de Hawthorne. La voiture n'est pas une vengeance, ai-je dit. La vérité n'est pas une vengeance non plus. Cela ne ressemble à une vengeance, que lorsqu'on a profité d'un mensonge. Méline s'est mise à pleurer. Elle a demandé à notre mère si elle savait que je n'avais nulle part où aller. Ma mère a essayé d'éluder la question, puis a admis qu'elle supposait que je me débrouillerais. Méline a demandé pourquoi on lui avait dit que j'avais choisi de partir. Ma mère l'a accusée de prendre mon parti, après tout ce qu'elle avait fait pour le mariage. C'est à ce moment-là que son souci des apparences s'est effondré. Méline s'est essuyé le visage. C'est mon mariage, et tu ne vas pas l'attaquer parce qu'elle a dit la vérité. Ma mère a commencé à crier que personne n'appréciait ses sacrifices. Quand un serveur s'est approché avec de l'eau, elle a fait tomber le verre de sa main. Le directeur général de Hawthorne lui a rappelé la politique de conduite, et a proposé de l'escorter dans un salon privé. Elle a exigé que je le renvoie. J'ai répondu qu'il faisait son travail. Comme elle continuait à hurler, Méline lui a demandé de quitter la salle de bal. Mon père l'a suivi, pour la première fois. La pièce ne s'est pas réorganisée autour de la colère de ma mère. La réception a continué. Méline et moi sommes sortis sur la terrasse. Elle a admis qu'elle savait que notre mère prévoyait de m'éloigner.
Mais elle croyait que j'allais rester chez une amie, et revenir. Elle n'avait jamais posé de questions. Parce que la réponse l'aurait obligée à confronter le fait qu'elle bénéficiait énormément de mon absence. Ses excuses ne contenaient aucune justification, et elle n'a pas exigé de pardon. Je lui ai dit que l'honnêteté était un début, pas une réparation. Toute relation entre nous dépendrait de ce qu'elle ferait, après le mariage. Mon père m'a trouvé près des portes. Il a admis qu'il avait été lâche, et a demandé si je pouvais lui pardonner. Je lui ai dit que le pardon n'était pas une porte à laquelle il pouvait demander à entrer. C'était un processus que je contrôlais, et il pourrait ne jamais aboutir à la relation qu'il souhaitait. Ma mère a refusé de me parler en privé. Elle a envoyé un message m'accusant de détruire la famille. J'ai répondu une seule fois. Elle ne recevrait aucun argent, aucune faveur, et n'aurait aucun accès à mon entreprise. Elle ne pourrait pas utiliser mon nom ou mon succès, pour se mettre en valeur. Si elle voulait un contact, elle devait reconnaître ce qu'elle avait fait sans appeler ça de l'amour, présenter des excuses directes, et suivre une thérapie. Ensuite, j'ai bloqué son numéro. Je suis parti avant la dernière danse. Alors que le chauffeur ouvrait la portière de la Maybach, j'ai jeté un regard en arrière sur Hawthorne. 15 ans plus tôt, j'avais regardé la voiture de ma famille disparaître. Et j'avais cru qu'être laissé derrière, signifiait que j'avais tout perdu. Ce soir-là, j'ai compris que parfois, la personne qui part avec le moins de choses, est la seule assez libre, pour construire quelque chose de véritablement authentique. De retour à Charlotte, je n'ai pas célébré l'humiliation de ma mère. La victoire, c'était que j'avais parlé sans devenir cruel. J'avais protégé mes employés, honoré le contrat de ma sœur, et refusé d'acheter de l'acceptation avec de l'argent. Dans les mois qui ont suivi, Méline a commencé une thérapie, et m'a contacté prudemment, sans aucune exigence. Mon père m'a envoyé des excuses détaillées, et a accepté le fait que je pourrais ne jamais répondre. Ma mère a raconté à ses proches que j'étais devenue arrogante, mais de moins en moins de gens la croyaient. Une fois la vérité visible, maintenir le mensonge nécessitait un public prêt à l'ignorer. Elle n'en avait plus. J'ai développé un programme chez Junipero appelé Première Chambre. Il fournit des logements temporaires, une formation professionnelle rémunérée, une éducation financière, et des orientations vers des services de conseil. Le tout pour de jeunes adultes abandonnés par leur famille, ou sortant du système de placement en famille d'accueil. Chaque participant reçoit un contrat, un salaire équitable, et un mentor formé. Je ne pouvais pas retourner à la gare routière et sauver la jeune fille de 18 ans que j'étais. Mais, je pouvais m'assurer qu'un autre jeune descendant d'un bus, trouverait plus de 27 € et une porte verrouillée. La douleur peut se transformer en ambition, mais l'ambition seule ne guérit pas la douleur. La guérison commence, quand nous cessons de laisser ceux qui nous ont fait du mal, définir ce qui s'est passé. Poser des limites, ce n'est pas de la cruauté. Exiger des comptes, ce n'est pas de la vengeance. Le pardon n'exige pas un accès restauré à soi-même. Le succès a sa plus grande valeur, lorsqu'il crée de la sécurité. Non seulement pour nous, mais aussi pour les personnes qui se tiennent là, où nous nous sommes autrefois tenus. Ma mère m'a abandonné, en croyant que l'épreuve allait me briser, ou lui donner raison. Elle n'aurait jamais imaginé que je bâtirais une vie assez forte, pour survivre sans elle. Et assez compatissante, pour ne pas devenir elle. Avez-vous déjà reconstruit votre vie, après qu'un proche vous a tourné le dos? Quelle limite vous a aidé à reconquérir votre avenir? Partagez votre histoire ci-dessous. Car quelqu'un qui vous lit, se tient peut-être encore à sa propre gare routière. Attendant de comprendre, que l'abandon n'est pas la fin de son histoire.